Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au projet européen. Alors vous le savez, aujourd'hui la France est unie avec d'autres pays européens dans ce que l'on appelle l'Union européenne. Alors je vais prendre le temps de vous expliquer de quoi il s'agit, mais avant cela, il faut revenir un petit peu dans le passé, puisque cette union de pays européens va débuter en réalité en 1951 sous une forme qui n'a absolument rien à voir avec l'Union européenne actuelle. Alors, pour arriver à aujourd'hui, il faut passer par trois grandes étapes représentées sur cette frise chronologique. Vous avez d'abord ce que l'on appelle la CECA de 1951 à 1957, c'est ce que j'encadre en bleu. Vous avez ensuite de 1957 à 1992 et que j'encadre en rouge la CEE. Et enfin l'Union européenne que j'encadre en vert depuis 1992. Donc dans cette vidéo, on va expliquer rapidement les trois grandes étapes. À l'origine de ce projet européen, il faut bien le comprendre, vous n'avez que 6 pays européens. Vous avez la France, vous avez l'Italie, vous avez les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et enfin la République fédérale allemande qui est l'Allemagne de l'Ouest. Rappelez-vous hein, le chapitre sur la guerre froide. Ces 6 pays ont créé en 1951 ce que l'on appelle la CECA, c'est-à-dire la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc à la base de ce projet, vous avez deux Français que vous avez à l'écran qui s'appellent Robert Schuman et Jean Monnet. La CECA est loin d'être l'Union européenne que vous connaissez. Ça n'a rien à voir. Il s'agit à l'époque simplement, pour ces 6 pays, d'une coopération économique autour de deux ressources essentielles de l'époque que sont le charbon et l'acier. Pour le comprendre, il faut reprendre les objectifs. Il y a deux objectifs derrière la CECA. Le premier, c'est de réussir à faire le poids face aux deux grandes puissances de l'époque qui s'affrontent. En effet, les pays européens, comme la France et l'Allemagne, ont été, vous le savez, pendant plusieurs siècles, des puissances mondiales très importantes à l'échelle du monde. Or, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces pays sont détruits, voire occupés pour l'Allemagne, et les deux puissances mondiales de l'époque ne sont plus des pays européens, ce sont les États-Unis et l'URSS. Or, les pays européens sont trop petits pour concurrencer seuls ces deux États. Alors ils vont décider de se réunir pour être plus forts ensemble. C'est ce que vous pouvez voir sur la caricature de gauche, où vous avez deux personnages très costauds, imposants, qui représentent à gauche les États-Unis, à droite l'URSS, et au milieu un personnage plus frêle, plus petit, moins imposant, qui tente de se faire entendre, mais qui n'y arrive pas, et qui illustre en fait tout simplement les pays européens qui vont donc se réunir pour être plus forts. La deuxième raison, c'est la fiche de droite, est liée à la guerre. Si on prend que l'exemple de la France et de l'Allemagne, il faut savoir que ces deux États se sont affrontés pendant la guerre franco-prusse en 1870, pendant la Première Guerre mondiale 1914-1918 et pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en 1939-1940. Et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les pays sont détruits, vous avez à l'échelle planétaire plus de 60 millions de morts, et donc ces 6 pays vont dire stop, et vont décider de créer la CECA, donc dans un objectif de paix. Alors pour faire la guerre, vous le savez, vous avez besoin de deux choses principales. La première, évidemment, c'est des armes. La deuxième, c'est de l'énergie. Et pour fabriquer des armes, il faut utiliser de l'acier. Et pour produire de l'énergie, on utilise à l'époque du charbon. Alors pour éviter la guerre, les 6 pays décident de mettre en commun leur acier et leur charbon. Autrement dit, tout appartient à tout le monde. Ainsi, si un pays décide de déclarer la guerre à un autre pays membre de la CECA, alors l'acier et le charbon dont il aura besoin ne lui appartiendra pas totalement, puisqu'il appartient aussi au pays à qui il a déclaré la guerre. Si vous me suivez, en principe, la guerre devient donc impossible. Donc, vous voyez, la CECA, c'est juste mettre en commun l'acier et le charbon entre ces 6 États européens dans un désir de paix et dans un désir de concurrencer un petit peu les États-Unis et l'URSS. En 1957, ces 6 mêmes pays, ce sont les mêmes, vont signer à Rome un traité dans lequel sera créée la Communauté économique européenne, qu'on appelle aussi la CEE. Alors il s'agit toujours de garder cette mise en commun de l'acier et du charbon, c'est encore la CECA, mais on va ajouter de nouveaux éléments. Par exemple, les droits de douane sont supprimés entre les 6 pays membres. Alors je vais quand même essayer de vous expliquer ce que c'est que des frais de douane, vous avez souvent des difficultés à le comprendre. Il s'agit tout simplement d'un impôt qu'un pays va appliquer sur toutes les marchandises qui viennent d'un pays étranger. Ça lui permet notamment de protéger ses propres produits. Alors je vais vous donner un exemple.
Imaginons que je suis français et que je vends des pantalons. Dans ma boutique, vous allez avoir des pantalons français, mais aussi des pantalons qui viennent de l'étranger. Ça tombe bien, en Allemagne, je trouve un chouette pantalon que j'aimerais vendre en France dans ma boutique et je vais en acheter plusieurs à 10 euros pièce. C'est cool, c'est le même prix que les pantalons que j'achète en France. Je le fais venir en France, mais malheureusement pour moi, comme ces pantalons viennent d'Allemagne, alors ils vont être soumis aux droits de douane. Du coup, ils vont me coûter plus cher parce que je vais devoir payer en plus des 10 euros initiales pour chaque pantalon un impôt. Et pourquoi il existe ces droits de douane? Tout simplement pour favoriser l'achat de produits locaux. Puisque comme mon pantalon allemand est devenu plus cher que mon pantalon français à cause de l'impôt, les consommateurs auront peut-être plus tendance à acheter le pantalon français que le pantalon allemand. Bref, ce droit de douane vise à protéger les produits qui sont fabriqués dans le pays. Et donc, en 1957, avec la CEE, les droits de douane sont totalement supprimés entre les 6 pays initiaux. Donc il n'y a plus de droits de douane entre la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, l'Italie et la RFA. Autre nouveauté de la CEE, c'est la liberté de circulation pour tous les travailleurs. Pour le dire autrement, si je veux traverser le Rhin pour aller travailler en Allemagne alors que je suis français, bah, je peux le faire sans aucune contrainte. Et aussi créer ce qu'on appelle la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune, qui a pour objectif de développer et de moderniser l'agriculture européenne. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est deux objectifs. D'abord, aider les agriculteurs européens à vivre décemment, et enfin, d'aider les agriculteurs à produire en quantité suffisante pour assurer à la population européenne une nourriture suffisante. Simplement que la population européenne puisse manger à sa faim. Et je continue, le FEDER, lui en 1975, qui est le Fonds européen de développement régional, qui fonctionne un peu comme la PAC, mais qui aide non pas les agriculteurs, mais toutes les régions en retard de développement. Et enfin, est créé l'espace Schengen en 1985, même s'il sera mis en place que 10 ans plus tard, qui permet à toute personne qui vient d'un pays membre de circuler sur le territoire européen. Les frontières sont comme levées. Il y a toujours des frontières évidemment, mais vous les franchissez sans forcément que vous soyez contrôlé. Donc la CEE a duré de 1957 à 1992, et durant cette période, d'autres pays ont rejoint la CEE, en plus des 6 pays fondateurs que vous voyez à gauche. Vous allez avoir le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark qui vont rejoindre la CEE en 1973, la Grèce qui rejoint la CEE en 1981, et l'Espagne et le Portugal qui vont rejoindre la CEE en 1986. Donc, vous voyez, l'Europe s'agrandit. Pour terminer, la troisième étape de ce projet, c'est l'Union européenne, qui est, elle, créée en 1992 lors du traité de Maastricht, dont vous voyez le drapeau officiel en bas à droite. Alors, la CECA et la CEE étaient des traités économiques, qui ne portaient que sur l'économie. L'Union européenne, elle, va ajouter une dimension politique, culturelle et militaire à tout ce qui avait été fait précédemment. On va par exemple créer une armée européenne qui s'appelle Eurocorps, qui n'a en réalité pas vraiment fonctionné, ça existe encore, il y a 5-6 000 hommes, mais ça n'a pas un grand poids. On va aussi créer une citoyenneté européenne qui va permettre de voter et d'être éligible aux élections européennes, ou les députés qui vont voter, eux, des lois européennes, c'est ce que vous aviez vu. On crée aussi une monnaie unique, qui est l'euro. Donc, la mise en place d'une monnaie unique, elle a été décidée dès 1992, mais l'euro a été mis en circulation en 2002. Avant 2002, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français utilisaient le franc, vous avez un exemple de billet en haut à gauche, les Portugais utilisaient l'escudo, vous aviez les Espagnols qui utilisaient les pesetas, vous aviez les Allemands qui utilisaient le Deutschmark, et tous ces pays membres vont abandonner leur monnaie locale pour adopter une monnaie commune qu'on va appeler l'euro, et qui est mise en circulation depuis 2002. Alors l'Union européenne, c'est donc une coopération économique entre les pays membres, une union monétaire, une force militaire, bien que très limitée, et des politiques communes, puisque des lois sont créées par le Parlement européen et les députés élus lors des élections européennes. Alors, depuis 1992, vous avez d'autres pays qui ont rejoint l'Union européenne. C'est le cas de la Suède, de la Finlande, de pays de l'Est comme la Pologne, l'Estonie. Bref, ce sont tous les
pays que vous avez en couleur sur cette carte. Vous voyez, l'Union européenne s'est profondément élargie. Vous avez en tout aujourd'hui 27 pays, puisque l'Union européenne, qui est encore colorée sur la carte, a quitté l'UE en 2020, et tout simplement parce que l'Union européenne est aujourd'hui critiquée. Elle joue un rôle majeur dans l'économie, la politique, la culture, les choix militaires de tous ces pays. Et les questions qui se posent, c'est est-ce que l'Union européenne sert vraiment à quelque chose? Faut-il la garder telle qu'elle? Faut-il la réformer ou complètement la quitter? Bref, ce sont des questions politiques importantes sur lesquelles vous serez amené vous aussi à prendre position dans quelques années. Vous avez ici la trace écrite de tout le chapitre. Je l'ai construite en fait en ayant en tête le développement construit sur lequel vous pourriez travailler lors du brevet. Vous avez une première partie, alors d'abord une introduction ici, une première partie sur la CECA, une deuxième partie sur la CEE, une troisième partie sur l'Union européenne, et enfin une petite conclusion qui ouvre sur les différents défis que l'Union européenne va devoir relever dans les années qui arrivent.